Aujourd'hui, on parle de l'infection à Helicobacter pylori. Je suis Nathalie Marceau et vous écoutez Très Pharmacien, la balado-diffusion de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Les renseignements contenus dans la balado-diffusion Très Pharmacien sont donnés à titre informatif et éducatif. Ils ne peuvent pas se substituer à l'avis des professionnels de la santé. Si vous avez des questions sur votre état de santé, consultez un professionnel. Bonjour à vous, chers auditeurs. Au Québec, selon l'INES, on estime qu'environ 13 % de la population québécoise est infectée par l'Helicobacter pylori. Si l'infection est la plupart du temps asymptomatique, elle peut être incommodante pour plusieurs de nos patients et provoquer des complications gastro-intestinales. Le traitement est donc essentiel. Mais les schémas de traitement sont complexes, ils impliquent plusieurs médicaments, ils exposent à des interactions médicamenteuses et même peuvent être difficiles à tolérer. C'est précisément là que le pharmacien va jouer un rôle clé. Pour en discuter aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Jean-Philippe Boucher, qui est pharmacien à l'hôpital Sainte-Croix du CIUS de la Mauricie-Centre du Québec. Jean-Philippe est détenteur de la certification américaine en pharmacothérapie du Board of Pharmacy Specialties. Il est membre de notre regroupement de pharmaciens experts en infectiologie et c'est l'un des lecteurs externes du rapport de l'INES en soutien au guide de l'usage optimal sur le traitement de l'infection à H. pylori. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Nathalie. Bienvenue à Très Pharmacien. Ça me fait grand plaisir d'être ici. Écoute Jean-Philippe, je te propose qu'on commence par discuter un peu de c'est quoi l'infection à H. pylori, puis qu'on parle de traitement, puis aussi que tu nous donnes tes conseils pour mieux encadrer les patients qui souffrent de cette infection. Est-ce que ça te convient? Parfaitement. En premier lieu, rappelle aux auditeurs, c'est quoi au juste la bactérie à Helicobacter pylori et pourquoi est-ce qu'elle cause une infection? En fait, Nathalie, l'Helicobacter pylori, c'est une bactérie gram-négative qui va coloniser la paroi interne de l'estomac. Ça fait, savais-tu, quand même 60 000 ans qu'on va côtoyer cette bactérie-là. Donc, on a su s'adapter à la longue avec, en fait, cette bactérie. Puis cette bactérie-là a également su s'adapter à nous, puisqu'elle nous côtoie depuis quand même de très, très, très longues années. Donc, elle a su développer des mécanismes d'adaptation à notre pH acide de l'estomac. Pour ce qui est de la physiopathologie, c'est relativement complexe. Fait qu'on va essayer de faire ça relativement simple, mais il y a des relations moléculaires complexes entre l'hôte et la bactérie qui vont être influencées en fait par plusieurs facteurs. Donc, notamment, la bactérie va venir induire un dommage tissulaire qui va ensuite libérer des enzymes et des substances bactériennes, ce qui va produire finalement une réponse immunitaire et inflammatoire importante de l'hôte, pouvant causer des complications à court, moyen et long terme. Fait que Jean-Philippe, tu nous dis que ça fait quand même 60 000 ans. Alors, c'est pas la prime jeunesse, le Helicobacter pylori. Mais j'ai quand même dit en introduction qu'environ 13 % de la population québécoise est infectée. Donc, c'est pas si pire dans le fond, même si ça fait 60 000 ans qu'on vit avec, ou c'est juste parce qu'on est très bon dans nos traitements? En fait, la prévalence de 13 % au Québec que tu as énoncé, c'est en fait basé chez des patients qui étaient symptomatiques sur des résultats obtenus avec des résultats histologiques à base de biopsie. Donc, ça peut quand même sous-estimer la prévalence réelle de l'infection au Québec. Si on regarde un peu plus globalement, en Amérique du Nord, on estime que la prévalence globale serait d'environ 25 à 40 %, mais c'est très variable selon les ethnicités. Au niveau mondial, la prévalence est quand même plus élevée, donc on parle de 40 à 60 %, mais c'est quand même globalement en baisse dans les dernières années. Il y a certains groupes qu'on peut identifier comme étant plus à risque, notamment les personnes qui sont nées ou qui ont passé leur enfance dans des zones endémiques. On peut penser notamment aux pays d'Asie du Sud-Est, aux pays d'Amérique du Sud, aux pays d'Afrique. Il y a également les personnes qui vivent dans une communauté autochtone. Au Canada, on estime même que dans ces communautés-là, la prévalence de cette bactérie-là peut même parfois dépasser 75 %. Il y a aussi un faible statut socio-économique et le fait d'avoir une personne dans la maison qui est infectée, puisqu'on sait que la bactérie va se transmettre principalement par une transmission fécale-orale. Intéressant. Jean-Philippe, j'aimerais ça quand même que tu me parles un peu des signes et symptômes associés à l'infection à H. pylori. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a souvent tendance à penser que ça va apporter des symptômes, l'infection avec cette bactérie-là, mais savais-tu, Nathalie, que 80 % des patients qui sont en fait asymptomatiques? Mais oui, en préparant le balado, j'ai lu ça puis ça m'a étonnée.
Oui, exactement. 80% asymptomatiques. Tout à fait. Lorsque les patients vont ressentir des symptômes, ça va être principalement des symptômes reliés à la dyspepsie. Donc, on parle notamment de douleurs, de brûlements épigastriques, de sensations de satiété précoce de ce côté-là. Par rapport aux signes, généralement, c'est quand même peu spécifique. Donc, parfois, on peut retrouver l'anémie fériprive, la carence en B12, mais on sait qu'il y a quand même de multiples autres causes qui peuvent amener ces déficits-là. Et parfois, ça peut être découvert lorsqu'on a un ulcère peptique au niveau gastrique ou au niveau duodénal. Parfois, ça peut être le premier signe qu'on est potentiellement infecté avec l'Helicobacter pylori. Tu sais, ça me préoccupe un peu parce que tu dis, l'infection peut être asymptomatique, mais qu'est-ce qui arrive quand on a une infection, on est asymptomatique, puis l'infection n'est pas traitée? Oui. En fait, au niveau des complications qui peuvent survenir quand même à court, moyen et long terme, on a premièrement les ulcères peptiques, donc que ce soit au niveau gastrique ou au niveau duodénal pour ça. Et la complication qu'on craint le plus à long terme, c'est le cancer gastrique. C'est quand même connu que l'infection à Helicobacter pylori, c'est la cause infectieuse la plus fréquente qui est responsable de cancer. Donc, c'est quand même pas bénin de ce côté-là. Parle-moi un peu du diagnostic d'une infection à H. pylori. C'est quoi les tests qui sont utilisés, puis y en a-tu un qui est meilleur que l'autre? En fait, il y a deux grandes catégories de tests, Nathalie, qu'on peut utiliser. Donc, on parle premièrement des tests non invasifs et ensuite des tests qui sont un peu plus invasifs. Donc, parmi les tests non invasifs, généralement, on va les faire lorsqu'on n'a pas de signaux d'alarme pour ça. Parmi les tests non invasifs, il y en a deux qui sont typiquement disponibles. Donc, on a le test d'antigène fécal, donc dans les selles, et le test respiratoire à l'urée marqué au carbone 13. Dans les deux tests, le test qui est à privilégier, c'est le test d'antigène fécal parce qu'il est plus facilement disponible. Donc, le test respiratoire à l'urée, on peut y avoir certains enjeux de disponibilité entre les centres. Puis aussi, il faut quand même respecter un jeûne de 3 heures. Donc, ça demande quand même plus de préparation au niveau des patients pour ça. Quant à elles, les analyses qui sont invasives, on va surtout les faire si on a une suspicion d'ulcère ou si on a des symptômes d'alarme, comme par exemple de la perte de poids, de la dysphagie, une masse au niveau abdominal qui pourrait être suspecte. Donc, dans ces cas-là, on va plus orienter vers une analyse invasive. Donc, ça va se faire avec une gastroscopie, donc endoscopie digestive haute, pour faire des biopsies pour un prélèvement histologique, ou on peut également faire un test rapide à l'uréase lors de l'endoscopie digestive. Puis finalement, juste un petit mot sur les tests sérologiques. Ces tests-là ne sont pas considérés fiables parce qu'ils vont détecter en fait des anticorps, mais ça ne viendra pas discriminer entre une infection antérieure d'une infection qui est active, vu que les anticorps peuvent quand même persister plusieurs mois, voire même quelques années. D'accord, Jean-Philippe. Fait que je comprends donc les tests les plus fréquents, c'est vraiment le test d'antigène dans les selles, puis test respiratoire à l'urée marqué au carbone 13 pour la majorité des patients plus ou moins symptomatiques. Oui, exactement, pour les tests non invasifs. Mais là, Jean-Philippe, je comprends que si on a un test positif, que le patient ait des symptômes ou pas, on va traiter. On ne s'en occupe pas des symptômes. C'est bien ça? Oui, exactement. Donc, tous les patients qui ont en fait un test positif, basé sur un test qui est fait de façon fiable. Là. Donc, comme on vient de parler, on vient exclure le test sérologique. Mais si notre test a été fait de façon adéquate, on va venir offrir un traitement à tous les patients pour vraiment venir diminuer le risque de complications au niveau des ulcères peptiques ou au niveau également du cancer gastrique qui peut arriver plusieurs décennies plus tard. Mais qu'on ne veut pas. Exactement. Alors, parlons-en des traitements. Quels sont les schémas recommandés actuellement pour traiter l'Helicobacter pylori? Oui, bien en fait, Nathalie, tu te rappelles qu'anciennement, l'Helicobacter pylori, on pouvait traiter ça traditionnellement avec une trithérapie. Donc, le bon vieux HPPAC. Là, oui, je me souviens de ça. Amoxicilline, clarithromycine, l'enzoprazole. En fait, la résistance aux antimicrobiens qui est croissante, mais l'Helicobacter pylori n'y échappe pas non plus. Fait que maintenant, on recommande plutôt une quadruple thérapie en première intention pour maximiser nos chances d'éradication au niveau de l'infection. Et en première ligne, il y a actuellement 2 quadruples thérapies qui sont recommandées.
Il y en a une qui est avec du bismuth et une autre qui ne contient pas de bismuth. Si on les décortique un petit peu rapidement, la quadruple thérapie avec bismuth, donc je vais parler principalement de l'acronyme PBMT, donc P pour PPI, IPP en français, B pour bismuth, M pour métronidazole et T pour tétracycline. Donc ça, c'est la quadruple thérapie avec bismuth. Quant à elle, la quadruple thérapie sans bismuth, je vais plutôt utiliser l'acronyme PAMC, donc P encore une fois pour PPI, IPP, A pour amoxicilline, M pour métronidazole et C pour clarithromycine. Parfait. Là, c'est important, les auditeurs, que vous reteniez les acronymes parce qu'on va y revenir. PBMT, il y a un B dedans parce qu'il y a du bismuth. PAMC, il n'y a pas de bismuth dedans, hein, c'est l'amoxicilline puis la claritro. Fait que donc, PBMT et PAMC, on y reviendra. Jean-Philippe, tu me dis on va utiliser la quadrithérapie pour maximiser les chances de retirer l'infection. Mais il me semble que les traitements à Helicobacter pylori, ils sont pas mal complexes. Pourquoi est-ce qu'ils sont si complexes? Est-ce que c'est en raison de la résistance ou est-ce que c'est parce que les patients ont tendance à utiliser des IPP de façon prolongée? En fait, Nathalie, c'est vraiment relié à l'antibiorésistance qui est vraiment croissante pour le Helicobacter pylori. Malgré tout, on a quand même au niveau québécois et au niveau fédéral, au niveau canadien, on n'a pas de données vraiment récentes disponibles d'antibiorésistance pour ça. Parce que la bactérie est en fait très lente à faire croître puis c'est quand même difficile à cultiver. Une autre chose également, c'est qu'il y a une absence de standardisation pour vraiment effectuer des tests de susceptibilité. Donc, on n'a pas de valeur cut-off un peu clair, contrairement à d'autres bactéries comme on est habitué pour ça. Il y a également d'autres paramètres. Donc, parfois, nos concentrations locales d'antibiotiques permettent quand même d'outrepasser la concentration minimale inhibitrice, si bien que si notre antibiotique est bien concentré au niveau de la paroi de l'estomac, on peut quand même avoir un succès thérapeutique avec un régime qui contient a priori une molécule qui serait en fait résistante pour ça. Une autre chose, c'est que parfois, un peu comme on le fait avec l'amoxicilline pour le streptocoque pneumoniae, parfois, en augmentant les doses de certains antibiotiques, comme c'est le cas avec le métronidazole, avec l'Helicobacter pylori, on peut outrepasser cette résistance-là. Finalement, les taux de résistance sont quand même très variables, puis il y a quand même très peu d'études pour ça. Ceci étant dit, je peux quand même te donner quelques données qui sont issues d'une revue systématique américaine avec méta-analyse qui est basée sur des données qui ont été recueillies entre 2011 et 2021. Dans cette étude-là, on a remarqué que le taux de résistance pour le métronidazole était de 42 %, celui pour la clarithromycine de 32 %, celui de la lévofloxacine 38 %, l'amoxicilline seulement 3 % et la tétracycline ainsi que la rifabutine, moins de 1 %. Donc, en lien avec tous ces paramètres-là, c'est vraiment pour ça qu'on veut venir utiliser une quadruple thérapie pour vraiment maximiser nos chances de succès avec l'augmentation de la résistance antimicrobienne envers cette bactérie-là. Mais Jean-Philippe, sur quelles données on va se baser au Québec pour guider le traitement de l'Helicobacter pylori, étant donné qu'on n'a pas accès finalement à des données locales? Oui, excellente question, Nathalie. En fait, on va surtout regarder dans les différentes lignes directrices. Il y a plusieurs régimes qui sont disponibles. On va surtout favoriser les quadruples thérapies qui ont quand même démontré des taux d'éradication du Helicobacter pylori de plus de 85 % dans les études cliniques. Donc, généralement, ça va quand même être extrapolable et c'est ces régimes-là qu'on va venir favoriser en première ligne. Ceci étant dit, on a quand même d'autres régimes qu'on peut utiliser en deuxième, troisième ou quatrième intention au besoin puis qui sont quand même bien décrits puis qu'on va parler un petit peu plus tard dans le balado. Parfait. Là, j'aimerais ça qu'on s'intéresse de plus près à la quadrithérapie. Tu nous as parlé qu'il y a 2 schémas avec ou sans bismuth et les 2 schémas comprennent un IPP et du métronidazole. Est-ce qu'on doit privilégier un IPP en particulier? Pas nécessairement d'IPP à privilégier. Par contre, on sait qu'il existe quand même un polymorphisme génétique au niveau du cytochrome 2C19. Donc, si on est un métabolisateur rapide et on pense qu'environ 30 % de la population caucasienne
est un métabolisateur rapide. Ça peut résulter en des concentrations sous-optimales d'inhibiteurs de la pompe à protons et une efficacité sous-optimale envers le traitement d'éradication de l'Helicobacter pylori. Et il y a certaines méta-analyses qui ont démontré une augmentation du risque d'échec avec certains inhibiteurs de pompe à protons chez des patients qui étaient métabolisateurs rapides au niveau du Stockholm 2C19. Donc, les IPP qui ont été associés à un peu plus d'échecs, c'était l'oméprazole, le pantoprazole, ainsi que le lansoprazole. Quant à eux, l'ésoméprazole ou le rabéprazole semblaient moins impactés par la présence d'un métabolisme ultra rapide au niveau du Stockholm 2C19. Puis quelles sont les doses qu'on va utiliser? Oui. Donc, les doses standards d'IPP, je vais vous les énumérer à l'instant. Donc, pour l'ésoméprazole, c'est 20 mg 2 fois par jour. Pour le dexlansoprazole ou le lansoprazole, c'est 30 mg 2 fois par jour. Pour l'oméprazole, c'est 20 mg 2 fois par jour. Pour le pantoprazole, c'est 40 mg 2 fois par jour. Et finalement, pour le rabéprazole, c'est 20 mg 2 fois par jour. Donc, ça, ce sont considérés les doses standards d'inhibiteurs de la pompe à protons pour le traitement du Helicobacter pylori. On peut également utiliser dans des régimes, on va voir plus loin, donc de deuxième ou troisième intention, l'appellation double dose standard. Donc, cette appellation-là fait référence à la double dose de la dose standard que j'ai déjà énumérée. Par exemple, pour le pantoprazole, ça serait 80 mg 2 fois par jour. Double dose standard. OK, oui. Ça, c'est intéressant. Parlons maintenant du métronidazole pour le traitement du H. pylori. Là, on a un paquet d'IPP qu'on doit prendre 2 fois par jour. Le métronidazole, est-ce qu'on va le prendre 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour? Oui. En fait, pour l'Helicobacter pylori spécifiquement, parce qu'effectivement, pour d'autres conditions infectieuses, on se rend compte que parfois la prise 2 fois par jour semble aussi équivalente à celle 3 fois par jour. Mais pour le Helicobacter pylori, les études ont démontré qu'il y avait en fait possiblement une dose optimale qui semble varier entre 1500 et 2000 mg par jour. Donc, une prise de 3 à 4 fois par jour. Quand on regarde notre régime quadruple thérapie avec le bismuth, donc le PBMT, souvent il va être donné 4 fois par jour pour vraiment simplifier la prise, considérant qu'on va déjà donner notre bismuth et notre tétracycline 4 fois par jour. Ceci étant dit, on sait que l'intolérance digestive avec le métronidazole est dose dépendante. Donc, chez les patients qui ne toléreraient pas la dose de 4 fois par jour, ça serait très rationnel de venir diminuer cette dose-là à 3 fois par jour, quand même sans crainte d'avoir trop d'échecs pour ça. Considérant l'autre régime de quadruple thérapie en première intention, donc le PAMC, la dose qui est recommandée dans, par exemple, le guide d'usage optimal de l'INES, c'est de 500 mg 2 fois par jour. Et encore ici, le 2 fois par jour, c'est quand même pour venir un peu s'harmoniser avec la prise d'amoxicilline et de clarithromycine, tout comme l'IPP, qui sont également 2 fois par jour. Donc, c'est quand même une simplification aussi pour les patients de ne pas trop complexifier les régimes thérapeutiques. J'aimerais ça, Jean-Philippe, que tu me parles un peu du régime avec le salicylate de bismuth. Là, on parle du pepto-bismol. Oui, exactement. Donc, il me semble que ce n'est pas un médicament qui est super récent. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'on utilise le bismuth, puis c'est quoi son mécanisme? En fait, le sous-salicylate de bismuth qu'on va venir utiliser pour le traitement du Helicobacter pylori, il y a 2 portions. Donc, il y a une portion bismuth. La portion bismuth en soi, elle a une activité antimicrobienne, d'où un peu l'intérêt avec la diarrhée du voyageur notamment. Alors que la portion salicylate, elle, va procurer une action anti-inflammatoire en plus. Donc, c'est un vieux médicament qu'on n'exploite pas suffisamment. Encore très utile. Est-ce qu'il y a une différence entre la prise de bismuth comprimé versus liquide? A priori, il n'y a pas vraiment de différence en autant qu'on utilise la bonne dose. Donc, c'est vraiment ça l'aspect prioritaire. Donc, il faut juste faire attention avec la concentration du produit liquide qu'on va venir utiliser pour donner vraiment la bonne dose pour ça. Les volumes quotidiens que ça donne, ça représente environ entre 60 et 120 ml par jour. Donc, c'est quand même pas si pire pour ça. Ceci étant dit, c'est quand même aussi une question de goût. Moi, personnellement, juste voir la bouteille de Pepto-Bismol, la couleur, la consistance, ça me donne mal au cœur. Fait que probablement que je choisirais les comprimés. Avec ton métronidazole 4 fois par jour. Hein? Exact. Puis là, justement, à ça, on ajoute la tétracycline. Oui.
un autre antibiotique qui n'est pas super bien toléré au niveau digestif. Pourquoi est-ce qu'on ajoute la tétracycline? Oui, en fait, la tétracycline, souvent, ça a été utilisé de façon traditionnelle avec le bismuth. Puis on sait que la tétracycline, c'est un des antimicrobiens qui, malgré le fait que ça fait super longtemps que ça existe, les taux de résistance du Helicobacter pylori sont demeurés très faibles. On parlait inférieur à 1 %, donc ça a quand même encore énormément sa place pour cette bactérie-là. Est-ce qu'on pourrait utiliser la doxycycline en remplacement de la tétracycline? En fait, on le sait qu'avec parfois dans nos hôpitaux, avec les formulaires thérapeutiques, ça a déjà probablement été fait. Ceci étant dit, on a une étude rétrospective récente qui a démontré qu'avec la doxycycline, les taux d'éradication du Helicobacter pylori, ça s'était démontré inférieur avec la tétracycline. Donc, malgré que la tétracycline, on le sait que la prise est un peu plus compliquée, 4 fois par jour, puis que la tolérance digestive est peut-être un peu moins bonne, il faudrait idéalement favoriser l'utilisation vraiment de tétracycline pour l'Helicobacter pylori plutôt que celle de doxycycline. Parfait, je comprends bien. Fait que là, Jean-Philippe, quand on a un patient devant soi, puis qu'il faut déterminer quel est le meilleur schéma thérapeutique, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? Il y a plusieurs facteurs qui sont à considérer. Premièrement, les régimes en soi vont différer en termes de nombre de comprimés et en termes de prise par jour. Donc, le régime avec bismuth comporte beaucoup plus de comprimés et plus de prises par jour, donc 4 prises par jour. Le régime sans bismuth, donc le PAMC, lui, est quand même plus facile à prendre en termes de comprimés et en termes de prises par jour avec 2 fois par jour. Puis en pratique aussi, moi, j'observe personnellement que le régime PAMC semble être beaucoup mieux toléré par les patients. Donc, je travaille en salle d'urgence, puis c'est pas rare que je vais avoir des patients qui sont sous traitement avec le bismuth, qui se présentent avec des effets indésirables quand même importants pour ça. L'autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est le statut allergique. Puis, ce qui est important de venir se rappeler, c'est que les taux de résistance de l'amoxicilline envers l'Helicobacter pylori, c'est très faible. On parle de moins de 3 %. Donc, ça vaut vraiment l'importance de tabler sur, il faut faire un bon questionnaire pour voir si on est vraiment allergique à la pénicilline, faire une bonne évaluation, désétiqueter nos patients parce qu'on ne voudrait pas se priver d'un excellent antibiotique dans le cas de cette infection-là. Il y a aussi l'historique de prise de clarithromycine, parce qu'une exposition antérieure à la clarithromycine ou au fluoroquinolone augmente le risque d'échec. Il n'y a pas de durée de temps précise, c'est vraiment une exposition antérieure. Donc, ça peut être autant 5 ans, 10 ans pour ça. Donc, ça peut être un peu difficile parfois de venir remonter, surtout que les patients peuvent recevoir les traitements en milieu hospitalier, qu'on n'a pas toute l'information. Pour ça, ils peuvent avoir reçu des traitements dans d'autres pays, dans d'autres provinces. On n'aura pas nécessairement l'information, mais ça vaut quand même la peine. Donc, si on a quand même un historique un peu défini, donc de venir vraiment chercher des prises antérieures. Ceci étant dit, ça ne viendrait pas faire en sorte qu'on voudrait nécessairement éviter, mais il faut quand même garder en tête que ça pourrait être un facteur de risque d'échec. Il y a aussi les interactions médicamenteuses, surtout avec la clarithromycine, pour ça qu'il faut quand même se préoccuper. Et un point qui est parfois sous-estimé, c'est vraiment les assurances. Parce que dans le fond, la forme de sous-salicylate de bismuth, c'est un médicament de vente libre. Donc, c'est pas couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Fait que parfois, ça peut venir influencer le traitement. Jean-Philippe, on n'a pas encore parlé de la durée de traitement des quadrithérapies. Il me semble qu'avec le HPAC, c'était 7 jours. Oui. Je ne me trompe pas, hein? Alors, c'est quoi maintenant la durée de traitement avec les quadrithérapies? Maintenant, la durée qui est recommandée par la majorité des lignes directrices varie entre 10 et 14 jours. Ceci étant dit, on a des études qui ont démontré qu'une durée de 14 jours était supérieure à une durée de 10 jours. Donc, typiquement, on va venir favoriser des durées de 14 jours pour vraiment maximiser notre taux d'éradication de cette bactérie-là. 14 jours, des médicaments plusieurs fois par jour. C'est quand même un défi pour le patient. Est-ce que ça arrive, parce que tu nous as parlé de 2e, 3e ligne, est-ce que ça arrive qu'il y a des échecs au traitement? Est-ce que ça arrive qu'on doive retraiter à plusieurs reprises? C'est quoi le taux de succès, en fait, de la première ligne? En fait, ce qu'on vise avec nos traitements de première ligne, c'est d'avoir des taux de succès de 85 % et plus. Mais ça laisse quand même la place, si on fait les mathématiques, à quand même un pourcentage substantiel d'échecs.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est si on avait, par exemple, si on avait donné le traitement sans bismuth en première intention, donc le PAMC, et qu'on a un échec, bien, notre traitement de deuxième intention, logiquement, c'est le traitement avec bismuth, donc PBMT. Si on avait un échec, par contre, en première ligne avec notre traitement de bismuth, donc le PBMT, il y a 2 options qui sont possibles. Si on regarde un petit peu l'INES, ils vont nous orienter rapidement vers la triple thérapie avec l'amoxicilline, lévofloxacine, IPP. Personnellement, c'est quand même raisonnable, à mon avis aussi, d'utiliser l'autre régime de première ligne, donc le PAMC, parce que souvent, ce qu'on se rend compte en clinique, c'est que le traitement avec le bismuth, on va questionner le patient, puis on va se rendre compte que des doses qui ont été manquées ou que le traitement n'a pas été toléré ou que le traitement a été, par exemple, de 7-8 jours. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un échec au traitement ou plutôt un traitement qui n'a pas été complété de façon optimale? Donc, personnellement, moi, dans ce contexte-là, je préfère redonner un autre traitement qu'on a quand même beaucoup d'évidence en première ligne puis qui est généralement mieux toléré avant de sauter avec le traitement de lévofloxacine pour justement éviter quand même nos effets adverses reliés au fluoroquinolone qu'on connaît quand même relativement bien. Oui, parce que Jean-Philippe, c'est 14 jours d'un traitement quand même difficile à prendre pour une infection, mettons, qui est asymptomatique. Ça prend un patient motivé. Exactement. Comment on fait pour être certain qu'on a éradiqué l'infection? Dans le contexte de l'absence de symptômes, par exemple. C'est pour ça que justement, nos tests de confirmation d'éradication sont vraiment importants pour venir confirmer qu'on n'est plus porteur de la bactérie pour ça. Ce test-là, il faut les faire au moins 4 semaines après la fin de notre traitement parce qu'il y a quand même un délai à respecter. Donc, il ne faut pas utiliser d'IPP 2 semaines avant la réalisation des tests et aucun antibiotique ni bismuth 4 semaines avant la réalisation du test. Ceci étant dit, si on a des symptômes de reflux gastro-œsophagien, on peut quand même utiliser des anti-H2 ou des antiacides au besoin pour soulager les symptômes. Quant aux tests utilisés, c'est les mêmes tests qu'on a parlé plus tôt. D'accord. Puis là, si on a encore un échec au traitement, est-ce qu'il y a une 3e, 4e ligne? En 3e intention, si jamais on n'a jamais reçu de bismuth, donc parfois ça peut arriver quand même à ce stade-là, là, on va quand même essayer de venir donner ce traitement-là le plus possible. Une autre avenue qu'on peut emprunter, c'est la double dose d'IPP, comme on a parlé précédemment. Donc, un régime de PBMT avec bismuth, mais avec une double dose d'inhibiteur de la pompe à protons. Donc, parfois, ça peut résoudre l'infection. D'accord, c'est très clair. Et Jean-Philippe, est-ce qu'il y a des traitements de 4e intention? Donc, en fait, oui, on a un traitement de 4e intention disponible qui est en fait l'amoxicilline à dose usuelle, 1000 mg 2 fois par jour, couplé avec la rifabutine 150 mg 2 fois par jour et un IPP à dose standard. Mais pourquoi on utiliserait plus la rifabutine en 4e intention? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Donc, premièrement, le coût élevé. Deuxièmement, on sait que c'est une molécule qui a une efficacité antimycobactérienne et parfois, on peut le donner chez les patients qui ont certaines comorbidités. Donc, on pense notamment à la prévalence qui est relativement élevée chez les communautés autochtones. Donc, on ne voudrait pas induire de la résistance antimycobactérienne en venant utiliser ce traitement-là à plus large échelle. Et finalement, on a quand même un potentiel d'interaction médicamenteuse. Donc, on se rappelle que la rifabutine, c'est quand même un inducteur enzymatique. Donc, il y a quand même des interactions médicamenteuses à venir vérifier avec ça. C'est pourquoi c'est la 4e ligne. Exact. Jean-Philippe, c'est l'heure de notre petite mise en situation. Alors, dimanche matin, tu es en distribution. Tu valides des ordonnances pour un patient qui est admis sur une unité de soins. Tu remarques sur ta prescription qu'il y a 4 médicaments, un IPP, 3 antimicrobiens. Vite de même, là, tu te dis, ça ressemble à une quadrithérapie pour le traitement d'une infection à Helicobacter pylori. Quelles sont les questions que tu vas te poser avant de valider ces 4 ordonnances-là? Oui, excellente question. En fait, premièrement, il y a le statut allergique du patient. Donc, est-ce qu'il y a des allergies qui feraient en sorte que je ne pourrais pas y aller avec tel ou tel régime pour ça? Encore une fois, ici, je réitère l'importance de bien identifier l'allergie à la pénicilline et de se poser les bonnes questions pour ça. Également, le potentiel d'interaction médicamenteuse, notamment avec la clarithromycine, on le sait. La grossesse. Donc, typiquement, durant la grossesse, on va typiquement retarder le traitement du Helicobacter pylori
après la grossesse. Donc, chez des patientes qui sont en âge de procréer, juste de s'assurer que cette personne-là n'est pas enceinte. L'autre chose qui est importante, c'est est-ce que nos doses prescrites sont adéquates? Est-ce que ma durée de traitement qui est prescrite est adéquate pour ça? Est-ce que notre 14 jours est favorisé? Quant à mes fonctions rénales et fonctions hépatiques, est-ce qu'elles sont altérées? Si oui, est-ce qu'elles sont altérées significativement? Donc, peut y avoir certains ajustements nécessaires en cas de dysfonction très sévère. Un autre point pratico-pratique, c'est est-ce que j'ai bien tous les médicaments en stock à ma pharmacie? Donc, on le sait, il y a des fois, la tétracycline, le bismuth, c'est peut-être qu'on ne les a pas en stock, fait qu'il faut peut-être penser à vérifier cet aspect-là. Puis également, un peu, est-ce que mon patient est en fait dysphagique? Est-ce qu'il y a des comorbidités particulières? Est-ce que justement, il prend déjà énormément de médicaments ou il a de la difficulté avec les gros comprimés? Fait que toute cette petite technicalité-là, des fois, font quand même partie du processus d'analyse qu'on peut quand même essayer de se poser selon les éléments qu'on a disponibles. D'accord. Puis tu sais, tantôt, tu nous as dit que tu voyais certains patients à l'urgence qui revenaient parce qu'il y avait des effets secondaires ou encore la difficulté peut-être à prendre la médication. C'est quoi les conseils pratiques que tu donnes à ces patients-là ou encore à leur entourage pour les aider finalement à se motiver puis à suivre le traitement jusqu'au bout? C'est vraiment excellent comme question parce qu'en fait, ce qui est démontré, c'est que le pharmacien a un impact qui est vraiment élevé. Donc, c'est prouvé que l'adhésion des patients est meilleure lorsque le conseil est fait par le pharmacien comparativement à s'il n'y a pas de conseil qui est fait puis qu'on fait juste remettre la médication pour ça. En premier lieu, je pense que c'est super important de venir redire aux patients les bénéfices du traitement parce que si effectivement notre patient ne ressent pas de symptômes, il va peut-être vouloir se dire finalement, si j'ai trop de problèmes, je vais peut-être les arrêter. Mais il faut quand même tabler sur le fait que ça peut lui emmener ultimement avec des ulcères peptiques. Plus tard, ça pourrait lui causer un cancer gastrique pour ça. Puis pour notre faible pourcentage de patients qui ressentent des symptômes, parfois le traitement peut venir résorber les symptômes ou les venir diminuer en intensité. Un autre élément important du conseil, c'est vraiment de tabler sur la durée. Donc, vraiment d'aviser les patients, leur entourage, de prendre le traitement au complet. Pour ça, puis ça va permettre d'éviter des traitements additionnels parce qu'on le sait, qu'on l'a vu avec la deuxième, la troisième, la quatrième ligne. Donc, on veut vraiment maximiser que notre premier traitement, idéalement, ça soit le seul qu'on va prendre pour notre traitement. Il faut être aussi quand même alerte. Donc, il faut prévoir un peu les effets indésirables qui peuvent survenir. Donc, il faut être quand même proactif un peu là-dedans avec les patients. Donc, le conseil, c'est de prendre évidemment les antibiotiques avec les repas. La tétracycline, avant, on disait qu'il fallait le prendre à jeun pour ça. Pour l'Helicobacter pylori, c'est un peu moins prépondérant parce que ce qu'on va vraiment plus chercher, c'est l'aspect sur la muqueuse gastrique. Fait que s'il y a moins d'absorption, c'est un petit peu moins problématique. Puis ça peut permettre d'améliorer la tolérance digestive, certainement que ça peut aider. On peut également être proactif en prévoyant d'emblée des antinauséeux qu'on peut prévoir chez notre patient. Il faut également discuter des effets indésirables. Chez les patients avec, par exemple, le bismuth, la visée que ça peut colorer les selles en noir, colorer la langue en noir juste pour pas qu'ils paniquent pour ça. La tétracycline, quand même rappeler la photosensibilité qui peut quand même survenir de ce côté-là. Et on a aussi d'autres petits points pratico-pratiques. Donc, parfois, on peut prévoir un deuxième pilulier, donc qui comprendrait le traitement, surtout pour les schémas thérapeutiques complexes, avec un peu des aides visuelles sur savoir quand est-ce prendre la médication. Donc, c'est vraiment ces éléments-là qui vraiment viennent maximiser le conseil vraiment aux patients. En tout cas, moi, je retiens que c'est très important, le conseil du pharmacien, puis pas oublier de le faire, puis de le faire comme il faut, parce que 14 jours, c'est tout un défi. Oui. Jean-Philippe, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'on a fait le tour ou on a oublié des éléments? J'ajouterais seulement un élément à la fin, c'est qu'en fait, on a maintenant une combinaison disponible au Canada qui s'appelle le Pilera, donc qui est un comprimé qui contient du subcitrate de bismuth avec la tétracycline et le métronidazole. Donc, ça contient quand même une triple thérapie à laquelle on doit ajouter un IPP en plus. Ce qui est surtout utile, c'est que c'est une formulation de subcitrate de bismuth et non de sous-salicylate de bismuth. Donc, ça peut être potentiellement utile si on est allergique à l'aspirine. Ceci étant dit, la dose de tétracycline qui est dans le comprimé, c'est 375 mg à prendre 4 fois par jour. Donc, c'est un petit peu sous-optimal par rapport à la dose recommandée
qui est de 500 mg 4 fois. Donc, parfois, on vient ajouter un peu plus en extra. Puis l'autre chose, c'est pas couvert par la RAMQ, puis c'est quand même relativement dispendieux. Donc, la place dans la thérapie est quand même relativement limitée, mais sachez que ça existe puis que c'est disponible au Canada depuis quand même quelques mois seulement. D'accord, c'est intéressant quand même. Quoique, il faut que tu rajoutes des comprimés en plus. Oui. Jean-Philippe, selon toi, c'est quoi le message le plus important à retenir pour nos auditeurs? C'est vraiment les éléments du conseil aux patients. C'est vraiment l'aspect qui est souvent négligé. Donc, il faut s'assurer vraiment de bien conseiller les patients sur les multiples aspects qu'on a parlé en fait durant le balado, mais il faut se rappeler que si notre patient il prend de façon sous-optimale son traitement de première intention, il y a des chances que ça vire en échec puis qu'on ait besoin de donner des schémas de deuxième, troisième, quatrième intention avec des durées qui sont plus longues, des potentiels d'effets indésirables qui sont plus importants également. Il faut s'assurer que notre patient comprenne bien notre schéma de prise, comprenne bien la durée du traitement de 14 jours pour ça, pour savoir anticiper les effets indésirables, trouver des solutions, être proactif dans ces cas-là. Donc, de dire aux patients, si moindrement il y a quelque chose qui ne marche pas, à la place de les arrêter, contactez-moi, puis on va essayer de trouver vraiment une solution pour ça. Vraiment, on fait tout ça pour s'assurer que notre patient, idéalement, ne soit traité qu'une seule fois, puis que ce traitement-là fonctionne. Parfait. Je pense que c'est très clair. Merci Jean-Philippe Boucher pour tes conseils et ton expertise aujourd'hui. Je suis convaincue que maintenant, les auditeurs et moi-même sommes mieux outillés pour prendre en charge les infections à Helicobacter pylori. Merci beaucoup, Nathalie, de cette invitation. Ça me fait plaisir. Quant à vous, chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain. À très bientôt.